Bonjour à toutes et à tous, je suis François Langlais, directeur de la rédaction de La Tribune, et c'est moi qui ai le plaisir d'être le modérateur de cette session dont le titre, vous le savez, est « Un nouveau défi économiques et écologiques, nouveau modèle ». Pour introduire nos débats, je vais juste vous lire quelques mots, quelques lignes écrites il y a près d'un siècle par Paul Valéry sur le temps du monde fini, c'est-à-dire du monde dont on connaît les limites. Le temps du monde fini commence, écrivait Valéry donc, une solidarité toute nouvelle, excessive et instantanée entre les régions et les événements est la conséquence déjà très sensible de ce grand fait. Nous devons désormais rapporter tous les phénomènes politiques à cette condition universelle récente, chacun d'eux représentant une obéissance ou une résistance aux effets de ce bornage définitif et de cette dépendance de plus en plus étroite des agissements humains. Quelques 80 ans plus tard, évidemment, nos interrogations sur le monde fini, l'actualité nous en donne un exemple, évidemment, quasiment quotidiennement. Le monde fini, le nôtre, c'est celui où justement les énergies fossiles sont comptées, où on sait qu'elles sont elles aussi finies et qu'il va nous falloir probablement organiser de façon sensiblement différente nos déplacements, notre façon de produire. Le temps du monde fini, c'est aussi celui où, quand un accident nucléaire comme celui de Fukushima arrive, le 11 mars dernier, tout le monde a cet événement présent à l'esprit, eh bien ça résonne dans toute la planète. Et pas seulement parce que les régions immédiates craignent la contamination, parce qu'au fond, c'est bien une question sur l'avenir de notre monde qui est posée. Ça ne va pas être un changement facile que celui qui est devant nous, parce que finalement, il s'agit d'un certain côté d'aller à rebours d'une civilisation humaine qui s'est toujours construite contre la nature, pour domestiquer la nature. La marque de la civilisation, justement, c'était d'avoir maîtrisé la nature. Or, la conquête de la nature, elle n'a véritablement plus d'objet, puisque, en la parachevant, l'homme risquerait de se mettre en péril lui-même. C'est précisément le moment où nous en sommes aujourd'hui. La civilisation du monde fini, qui est désormais le nôtre, elle devra négocier avec la nature et non plus la soumettre. Tout ça pour présenter notre ordre de mission avec deux questions, justement. Quelles conséquences tout cela aura sur l'organisation de notre société, de notre économie? Et peut-on faire confiance à l'inventivité humaine pour trouver des solutions, justement pour résoudre cette équation? Je n'en dis pas davantage et je vais appeler nos intervenants, commencer par un homme de passion, un entrepreneur. Il dirige l'une des plus grandes entreprises françaises. PPR, c'est une entreprise de luxe, de distribution, dont les enseignes sont très connues de nous tous. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir François-Henri Pinault. Bienvenue. Vous le savez, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet qui était prévue à ce débat. Évidemment, elle a suivi le président de la République justement au Japon pour témoigner de la solidarité de la France après la catastrophe. Elle n'est donc pas là. Elle vous demande de l'excuser. Mais derrière cela, il y a une bonne nouvelle. Nous allons accueillir un autre homme de passion, un explorateur, un héros de Jules Verne. Il est aéronaute, il est aussi psychiatre. Vous le connaissez pour les nombreux d'entre vous qui ont été présents aux précédentes Universités de la Terre. C'est Bertrand Piccard. Mesdames et messieurs, Bertrand Piccard. Bienvenue Bertrand. Bonjour à tous deux, merci d'être avec nous. Le débat va se dérouler de façon très classique, là encore pour ceux qui connaissent la formule éprouvée de l'Université de la Terre, 3 temps. Un premier où nous allons discuter tous les trois. Je vais poser quelques questions à nos deux intervenants. Un deuxième où nous prendrons les questions des étudiants qui ont été préparés de façon très active, très précise, très intelligente par les étudiants de grandes écoles et qui vont en quelque sorte se substituer à vous momentanément pour interroger nos deux intervenants. Et puis le troisième temps, la dernière demi-heure, ça sera vous. Un micro circulera dans la salle, en haut et en bas, et on prendra évidemment vos questions. François-Henri Pinault, la première question est pour vous. C'est vrai que j'évoquais rapidement Fukushima et cet événement incroyable. Bon, c'est vrai que jusqu'ici, il y avait bien sûr eu des accidents nucléaires, mais je dirais dans des contextes un peu différents. Le premier aux États-Unis n'était pas si grave. Le deuxième, Tchernobyl, on l'avait attribué au moins autant au système qu'à la technologie elle-même.
Cette fois-ci, c'est différent. Ça se passe dans un pays qui est l'un des plus développés, l'un des plus technologiques au monde. Est-ce qu'il y a là, selon vous, justement, nous faire douter du progrès technologique? Écoutez, comme vous l'avez dit, c'est d'abord une catastrophe humaine importante, puisque, et avant de parler de risque nucléaire, il y a quand même, si mes chiffres sont 30 000 morts liés à une catastrophe naturelle, tremblement de terre et de tsunami. Une pensée d'ailleurs, nous avons 2000 collaborateurs au Japon qui sont sur zone là-bas, donc qui font preuve d'un courage exceptionnel. Donc avant tout, c'est une catastrophe humaine liée à une catastrophe naturelle. La catastrophe nucléaire ne vient qu'ensuite, évidemment, et c'est celle-là qui, si elle s'avérait être à l'extrême de ce qu'on envisage, pourrait être vraiment un drame absolument gigantesque. Alors, encore une fois, ces catastrophes naturelles, en particulier dans ce pays, sont prévisibles. C'est le pays des tremblements de terre, le pays des tsunamis. Ce mot est un mot japonais, si mes sources sont exactes. Et là, je crois qu'au-delà de la technologie, il y a eu vraisemblablement des choix technologiques, et en particulier à la sécurité de cette énergie nucléaire, qui ont peut-être été rapidement faits, pour des raisons que j'ignore. Mettre une centrale dans un pays aussi soumis au tremblement de terre, aussi près de l'eau, alors qu'on sait qu'un tremblement de terre sur une île s'accompagne très fréquemment, voire systématiquement de tsunamis, on peut se demander le bien fondé du choix, même si l'ampleur du phénomène n'était peut-être pas envisagée à l'époque. Donc il y a tous ces éléments-là avant de remettre en cause la technologie elle-même. Alors évidemment, ça pose aussi la question de la technologie nucléaire, de l'apport technologique et scientifique, non seulement au niveau de la technologie, mais de sa sécurité. Moi, je pars d'un principe assez simple, que la technologie doit être au service de l'homme, et uniquement au service de l'homme. Alors évidemment, au service de sa condition, de sa santé, de son bien-être, mais aussi de sa sécurité. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui doivent être pris en compte. Moi, ce que je retiens, c'est que cette technologie, on le sait, est risquée. On le sait, il n'y a pas de mesures et de technologies sécuritaires suffisamment fortes pour prévaloir de tous les risques liés au nucléaire. C'est une certitude. Il faut surtout que la science continue à réfléchir à l'après-nucléaire. Je pense que c'est surtout ça le point important. On ne pourra pas vivre durablement avec un risque tel au-dessus de nos têtes. Voilà, donc il y a une phase de transition qui est importante. C'est quelque chose d'ailleurs que M. Picard avait évoqué il y a quelque temps. Il y a une phase de transition entre des technologies qui seront beaucoup plus propres et aujourd'hui qu'il va falloir envisager à l'échelle planétaire, et qui est un vrai sujet en soi, à la fois en termes de comportement et en termes de progrès technologique à court, moyen et long terme. Bertrand Piccard, donc... Justement, François-Henri disait la technologie doit être au service de l'homme, et il y aura derrière la phase de transition que nous connaissons, une nouvelle phase, justement, un nouveau modèle, pour croiser le thème de notre débat. On a besoin de cet optimisme. Est-ce que vous le partagez, vous qui êtes à la fois engagé depuis longtemps au service de cette cause-là, et qui est en même temps un homme de technologie? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette question-là? Bon, quand on parle d'optimisme, je pense que je suis très optimiste quand je vois le potentiel qu'a l'être humain, mais je suis assez pessimiste quand je vois ce qu'il en fait. Et ça permet de rebondir sur la toute première question. Est-ce que nous devons douter des progrès technologiques? C'était ce que vous avez demandé tout au début. Je pense qu'il ne faut pas douter des progrès technologiques parce que l'énergie nucléaire n'est pas un progrès technologique. L'énergie nucléaire est une façon d'utiliser une technologie qui date de 60 ans, qui a été certes un peu optimisée en termes de rendement, mais pas en termes de sécurité. Alors, si elle a eu tellement de promoteurs, c'est parce qu'elle n'a pas que des désavantages. Et c'est vrai qu'elle produit une énergie qui, en temps de changement climatique, est une énergie qui est relativement propre quand on pense au CO2. Par contre, comme l'a dit François-Henri Pinault, c'est inacceptable en termes de risque. Mais elle n'est pas entièrement mauvaise ou entièrement bonne, et c'est pour ça que les débats jusqu'à maintenant ont été clivés et passionnels. Alors, ce que Fukushima a montré, c'est que maintenant, il ne s'agit plus de savoir si l'énergie nucléaire est bonne ou mauvaise, il s'agit de savoir si on en a vraiment besoin.
Et il y aura une période de transition, parce qu'il faut être réaliste, on ne peut pas fermer les commutateurs et puis espérer que l'énergie nous tombe du ciel. Il faut réfléchir. Et les alternatives existent, mais ce qui ne me rend pas très optimiste, c'est que je vois que les alternatives existent aujourd'hui, qu'on a les solutions, mais qu'elles ne sont pas utilisées. Aujourd'hui, je reparlerai quand on parlera un petit peu plus de Solar Impulse et des technologies que nous utilisons dans notre avion solaire, mais avec les technologies que nous avons dans notre avion solaire, on peut, si elles étaient unanimement utilisées dans notre monde, diviser par 2 la consommation d'énergie fossile et produire la moitié de ce qui reste avec du renouvelable. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'il y a beaucoup plus un problème psychologique qu'un problème technologique. On va revenir bien sûr là-dessus. D'ailleurs, vous nous avez apporté des petits films qu'on va regarder tout à l'heure avec intérêt. Auparavant, François-Henri Pinault, l'homme d'entreprise que vous êtes, comment est-ce qu'il considère ces questions-là? C'est vrai qu'on imagine que quelqu'un qui a comme ça la responsabilité d'une entreprise mondiale, avec d'innombrables collaborateurs, il est préoccupé par le business, par la survie quand il est attaqué sur différents marchés. Comment est-ce qu'on peut intégrer, même avec les responsabilités qui sont les vôtres, justement les contraintes du nouveau modèle et de l'avenir à long terme? On y reviendra bien sûr au fil des questions des étudiantes, mais on voudrait avoir déjà votre philosophie globale. Déjà, globalement, je n'oppose jamais le développement durable et économie. J'estime qu'on est dans un système qu'on a sans doute sous-estimé dans certains de ses paramètres, où l'environnement, le social et l'économique sont intimement liés les uns aux autres. On en a sous-estimé un, qui est la dimension environnementale depuis des années et des années. Mais ces 3 systèmes sont liés entre eux, donc on ne peut pas les écarter les uns des autres. La relation entre les 3 sphères rend les choses viables, rend les choses équitables, rend les choses vivables. Donc c'est vraiment cet équilibre, cette harmonie-là qui pour moi signifie développement durable. Et pour une entreprise, comment voulez-vous développer durablement une entreprise sans trouver cet équilibre dans les différentes sphères? Alors effectivement, les entreprises n'ont pas pris en considération, ont sous-estimé, voire complètement ignoré la sphère environnementale dans leur modèle. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus possible. Et encore une fois, la philosophie qui est la nôtre dans notre projet PPR Home for the Long Run, c'est ce n'est plus une option. Donc il faut absolument que nous arrivions à changer nos modèles économiques pour intégrer cette dimension environnementale au même titre que la dimension sociale, pour pouvoir avoir des entreprises qui soient viables. Et ça repose sur un autre postulat qui est très important, c'est que le développement durable est et doit être créateur de valeur. Je ne vois aucune raison... Créateur de valeur, ça veut dire rentable. Oui, c'est ça. Permettre le développement. Encore une fois, je me situe dans un monde, nous sommes 6 milliards aujourd'hui, si j'en crois les statistiques. En 2050, nous serons 9 milliards. C'est un fait. Et donc, nous allons avoir besoin de croissance, de créer des emplois, nous allons avoir besoin d'énergie dans un autre domaine pour pouvoir faire face à cette croissance démographique qui, en tout cas dans mon raisonnement, est une donnée de base. Donc, c'est pour ça que, par exemple, que toute théorie de la décroissance, je ne comprends même pas qu'on puisse penser à ça. C'est ignorer le monde qui nous entoure et c'est notamment le facteur démographique. Donc le développement durable doit être rentable pour pouvoir livrer de la croissance et répondre à cette démographie, répondre en termes d'emploi, répondre en termes d'énergie. Donc c'est vraiment en ça où le développement durable doit trouver cette profitabilité. Et c'est vraiment ce sujet-là qui est au cœur du nouveau modèle de l'entreprise, ou en tout cas ce qu'on va essayer de faire en mettant en place tout ce qu'on met en place en ce moment dans le groupe. Merci à vous. Bertrand. Mais je pense que si nous n'avons pas plus progressé ces 10 ou 20 dernières années, c'est parce que ce message-là, que je partage totalement et que j'admire profondément, n'a pas été assez communiqué. On s'est très souvent retrouvé en face de mouvements extrémistes qui parlaient de décroissance, qui parlaient de limitation de mobilité, qui parlaient de limitation de confort, de limitation de niveau de vie, et ça, personne ne le veut. Ce n'est pas dans l'état d'esprit de l'être humain de rétrograder et de perdre des avantages qu'il a déjà acquis. Et quand c'est maintenant des chefs d'entreprise qui en parlent, et plus seulement des mouvements verts, je pense que là, il y a un espoir, et là, on peut commencer à être optimiste.
Bertrand, alors justement, vous évoquiez tout à l'heure cette technologie du Solar Impulse. Je vous propose qu'on regarde 2 petits films. D'abord, un premier qui présente un peu votre projet. Quand je disais Jules Verne tout à l'heure, c'est vrai que, évidemment, tout le monde pense au Tour du monde en ballon. Vous l'avez fait d'ailleurs, hein, et il y a quoi, une dizaine d'années il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Cette fois-ci, depuis plusieurs années maintenant, vous êtes engagé donc, dans un projet extraordinaire. C'est un avion qui a volé 26 heures sans carburant. On va regarder le premier des 2 petits films qui présentent votre projet. Si notre monde est devenu dépendant des énergies fossiles, l'homme a aussi la capacité à provoquer le changement, à prouver qu'il existe une alternative aux nuages sombres. Il y a quelques années, face aux défis énergétiques énormes de la planète, des hommes se sont réunis autour d'un rêve fou. Pouvoir voler grâce à l'énergie du soleil. Et prouver que le progrès est possible en utilisant des énergies propres. Une épopée qui a nécessité des années de recherche et d'études par des ingénieurs aéronautiques de pointe épaulés par toute une équipe réunie autour de 2 hommes. Ensemble, ils se sont acharnés à dessiner et construire un prototype d'avion solaire habité d'une performance encore jamais réalisée. Des premières esquisses virtuelles jusqu'aux tests réels sur piste, il a fallu continuer à croire jour après jour, au-delà des nombreux obstacles, qu'une telle aventure était possible. Qu'un avion large comme un Airbus pourrait voler sans ne rien consommer d'autre que de la lumière. Prouver que les nouvelles technologies permettent de diminuer notre dangereuse dépendance au pétrole. Mais si ce message veut franchir les frontières et faire le tour du monde, cet avion solaire doit être capable de voler de jour comme de nuit. Voilà pour le projet Solar Impulse. Bertrand, ça veut dire qu'il y a donc 2 vraies solutions à nos problèmes et que justement, à force d'inventivité, de détermination quand même, parce que vous le disiez tout à l'heure, on fait face au conformisme, au scepticisme, mais il y a des voies d'avenir possibles pour sortir des impasses, de ce qui nous semble être des impasses aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un nombre incalculable de solutions et il y a un nombre incalculable de problèmes auxquels on se confronte pour mettre ces solutions en œuvre. Vous avez mentionné le tour du monde en ballon. À la suite du tour du monde en ballon, quand j'ai annoncé que je voulais faire un tour du monde qui soit sans énergie fossile, parce que le ballon a quand même nécessité pratiquement 4 tonnes de propane, et que j'ai annoncé le projet Solar Impulse, la première question du premier journaliste, c'était la suivante. Il m'a dit, vous pourriez vivre jusqu'à la fin de votre vie sur votre réputation de succès comme pilote de ballon. Pourquoi est-ce que vous allez hypothéquer tout ça et prendre le risque de rater un nouveau projet ? Vous vous rendez compte ? Alors vous, comme entrepreneur, vous savez quoi répondre à ça. Mais c'est vrai que c'est incroyable de voir que la peur de l'échec, la peur de perdre quelque chose qu'on a déjà réussi est dans l'esprit des gens une grande limite. Alors comment est-ce qu'on veut permettre à notre société de se bâtir autrement si on a peur de quitter les premiers petits détails ? Et puis ensuite, trouver les partenaires, trouver les ingénieurs, trouver les techniciens, en leur disant on va voler jour et nuit sans carburant. Alors le tout premier petit clip, il montre bien ça. La question c'était, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose que tout le monde a considéré comme totalement impossible ? Les constructeurs d'avions nous ont dit on ne pourra jamais vous construire un avion qui a 64 mètres d'envergure et 1600 kilos parce que c'est simplement pas possible. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a été demandé à un fabricant de bateaux de nous aider. Et comme lui ne savait pas que c'était impossible, eh ben, il a accepté de le faire et il l'a fait. Et ça a marché.
François-Henri, quelques mots, parce que c'est vrai que à entendre Bertrand, au fond, justement, c'est un entrepreneur aussi à sa façon. J'imagine que cette philosophie, cette attitude fait écho chez vous. Ah oui, complètement. C'est cette idée de renouveler chaque jour, retrouver des idées, aller plus loin, transformer les choses, bâtir, c'est des valeurs entrepreneuriales essentielles. Et c'est vrai que pour un groupe comme le nôtre, quelle qu'en soit la taille, la réalité d'un groupe, en réalité, c'est quand vous regardez, on en revient à des dimensions humaines, d'un magasin, d'un atelier, et donc de trouver des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de progresser, c'est vraiment des valeurs. On a trois valeurs essentielles dans le groupe qui sont très liées à des valeurs entrepreneuriales, qu'on appelle TVA, qui veut dire ténacité, vigilance, audace. Oui, donc et toutes les valeurs du groupe tournent autour de ça. TVA, a priori, ça fait un peu peur, mais dit comme vous le dites, ça va mieux. Je vous propose qu'on regarde le deuxième petit film, un petit peu plus long d'ailleurs, qui justement détaille votre projet, et on va en savoir donc bien davantage. Merci. Qui est le film qui montre que ça a marché. En fait, c'est la réponse à la question du premier. Est-ce qu'on peut voler de nuit à l'énergie solaire et résoudre des paradoxes comme celui-là? Et la technique, effectivement, permet d'y arriver.
Okay, André, the whole team is ready. You are clear to proceed, André. Have a good flight. Exactement, c'est extraordinaire, quoi. Toute l'équipe t'applaudit, on a réussi, tu as réussi, on est extrêmement fiers de toi, c'est absolument fabuleux ce que tu as accompli. C'est vrai que quand on voit ce film, on pense aux grands prédécesseurs, enfin la lignée au fond d'explorateurs, Pilate de Rosier, les frères Wright, Charles Lindbergh, etc. Je voudrais dire juste pour l'assistance que vous n'avez vu qu'un extrait du film. Hein. L'intégralité sera présentée, Bertrand, le 8 avril sur Arte, donc on pourra tous le voir et en version extensive. Juste quelques éléments sur l'avenir maintenant, avant qu'on ne prenne les questions des étudiants. Cet avion, qu'est-ce qu'il va devenir? Quelle est la suite de ce projet extraordinaire? Alors cet avion a montré qu'avec de l'esprit de pionnier, des bons partenaires, des bonnes technologies, on peut voler jour et nuit avec un pilote à bord sans aucun carburant. C'est ça le message fondamental, et que si nous avons été capables de faire ça en l'air, c'est clair que tout le monde peut être capable de le faire au sol, dans sa vie de tous les jours, avec ces mêmes technologies, pour diminuer sa consommation énergétique, pour produire des énergies renouvelables, pour penser long terme, durable, comme le dit M. Pinault. Et ça, c'est vraiment le message que nous voulons faire passer. Par conséquent, cet avion va continuer à voler en Europe, peut-être sur la Méditerranée l'année prochaine. Parallèlement, nous construisons un deuxième avion avec un cockpit plus grand, pilote automatique, plus de performance, des toutes nouvelles technologies, parce que ce que vous voyez là, c'était les technologies de 2007, qui étaient des technologies du début de la construction. Donc le deuxième avion devrait être testé en 2013, faire le tour du monde en 2014. Puis je suis sûr qu'en 2015, je reviendrai vous en parler. On sera là, bien sûr, et on vous attend. Et auparavant, on va écouter les questions de nos étudiants. Donc, c'est un panel d'étudiants des grandes écoles, l'ESCP, HEC, l'EDEC, Centrale, Pont ParisTech, Sciences Po, Agro ParisTech, l'ESTP et l'ISTH. Mesdemoiselles et messieurs, the floor is yours. On attend la première question. Bonjour, je m'appelle Marie Deliri, je suis étudiante en Bonjour. prépa HEC à l'ISTH. Donc j'avais une question. Donc, ne croyez-vous pas que l'écologie est une discipline de Cassandre qui annonce la fin des temps depuis des décennies sans que rien n'arrive? Vous, François-Henri Pinault, qui êtes passionné d'Internet et de nouvelles technologies, croyez-vous vraiment que l'écologie peut représenter un modèle de développement viable? Merci. François-Henri, vous avez un peu répondu tout à l'heure, mais si on essaie justement de préciser un petit peu votre sentiment, votre analyse sur cette question.
Alors non, technologie de Cassandre, non. L'écologie qui étudie les relations entre l'espèce humaine et son environnement a, c'est vrai, et c'est aussi son rôle, je pense, attirer l'attention sur un certain nombre de dangers. Il y a quand même eu la disparition des espèces s'impose malheureusement à tout le monde aujourd'hui. Donc il y a quand même eu il y a une vraie réalité à tout ça. Et je pense que l'écologie est dans son rôle de prévenir, d'attirer l'attention, de cette prise de conscience qui est absolument indispensable. Encore une fois, s'il n'y a pas de prise de conscience, il ne se passera pas grand-chose. Alors, l'écologie, c'est une discipline. Le développement durable, comme j'essaie de l'expliquer tout à l'heure pour moi, est cette combinaison d'une prise en considération à juste niveau d'une sphère économique, d'une sphère environnementale et d'une sphère sociale. Et je suis absolument convaincu que oui, il y a non seulement un modèle économique derrière ça, une viabilité derrière le développement durable, mais des opportunités. De façon un petit peu simpliste, je prends un peu le parallèle de temps en temps avec la révolution informatique du début des années 80. Les entreprises, pendant des dizaines d'années, se sont développées sans système d'information tels qu'on les connaît aujourd'hui. On s'est posé des questions à l'époque. Ça a créé des coûts gigantesques dans les entreprises pendant les premières années et ça a créé des opportunités phénoménales derrière. Donc, si on prend le développement durable dans ce sens-là, je suis absolument convaincu que si nous savons retravailler les processus de fabrication, les processus de création, de conception des produits, les processus de distribution des produits, on va trouver des opportunités non seulement de développement, mais aussi d'économie. Vous savez, quand on intègre ces dimensions-là, je vais vous donner un exemple qui me vient à la tête d'une de nos sociétés que nous avons vendue récemment, mais qui était dans le groupe à l'époque, qui est Conforama, où on s'est posé la question en intégrant cette dimension développement durable sur une logistique de nos containers qui arrivent à Marseille pour aller à l'entrepôt de Lyon. Et on a regardé s'il y avait un moyen de transport un peu plus propre que la route. On a regardé le transport fluvial qui nous est apparu plus propre. Il était plus lent, il a généré plus de stocks, mais il se trouve que l'économie liée au transport fluvial a couvert 3 fois le surcoût des quelques stocks supplémentaires qui étaient nécessaires. Donc non seulement ça va dans le bon sens, alors c'est très modeste comme exemple, mais c'est en plus générateur d'économie. Donc il ne faut jamais penser, et c'est un peu ce que disait Bertrand sur le développement durable, si on le pense en termes de contraintes supplémentaires, il ne se passera rien. Si on le pense en termes d'opportunités de faire différemment, de faire mieux, là il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Bertrand ? Je vais vous relancer la question, est-ce que vous vous rappelez qui était Cassandre ? Cassandre était une jeune femme pendant la guerre de Troie qui a demandé aux Troyens de ne pas faire entrer dans la ville le cheval de bois que les Grecs avaient laissé sur la plage, parce que ça porterait malheur. Et on s'est arrêté à cette définition-là, Cassandre, c'est celle qui annonce des malheurs. Les Troyens ne l'ont pas écouté, les Troyens ont fait entrer le cheval de Troie dans la ville, ce cheval était rempli de soldats grecs, qui ont envahi la ville, et Troie a été détruite, et à peu près tous les habitants brûlés et réduits en esclavage. Donc, si vous comparez le message de Cassandre avec le message écologique, ce n'est pas entièrement faux, parce que ce que disent les écologistes, je dis bien les écologistes scientifiques, pas les écologistes politiques, parce que c'est autre chose, mais les écologistes scientifiques disent bien que si nous continuons avec une pensée à court terme, en prenant des risques incommensurables comme celui des centrales nucléaires, nous arriverons à une catastrophe. Et c'est vrai, on est en train d'y arriver. Je pense que vous avez dû voir le magnifique film Home, qui a été d'ailleurs financé et produit par le groupe PPR. Vous voyez bien ce qui se passe dans le monde, et on voit bien que c'est une voie sans issue. Alors, il faut urgemment prendre en compte ce message-là pour changer. Mais par contre, il ne faut pas changer en régressant, il faut changer en faisant mieux. Merci. Une nouvelle question de nos étudiants, s'il vous plaît. Mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Anaïs Doucet, je suis également en classe préparatoire HEC à l'ISTH. Donc, ne croyez-vous pas que l'écologie peut représenter un frein à l'économie quand des champs de recherche sont détruits ou que des thèses de décroissance sont prescrites? Des thèses de décroissance, absolument. Alors là, l'un et l'autre ont donné des éléments, mais peut-être on peut cette fois-ci aussi essayer de préciser. C'est vrai que ça semble être une alternative mortifère, renoncer ou bien continuer avec tous les risques que vous avez décrits. François-Henri. Je vais revenir sur un des éléments, et je sais que Bertrand en a parlé il y a 2 ans, et c'est un point important, c'est que on a la dimension temporelle est très importante.
L'énergie est là, par exemple. Si je me souviens bien de l'intervention d'il y a 2 ans, quand on regarde l'énergie solaire, vous l'avez montré avec votre avion, mais il y a aussi, je crois, plus de 90% de la planète qui est à plus de 1000 degrés sous nos pieds. L'énergie, elle est à disposition. Le problème, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui la technologie pour pouvoir l'exploiter dans des conditions de sécurité et de viabilité correctes. On a besoin d'un temps d'adaptation et de donner du temps à la science pour trouver les solutions, pour exploiter ces énergies-là. Et c'est là où les comportements doivent changer. Et c'est là où le rôle des entreprises en particulier, au-delà d'avoir un devoir d'action, on a aussi un devoir d'information. C'était le sens d'ailleurs de notre investissement dans le film Home. C'est un film que nous avons financé pour une bonne raison, c'est que le projet d'Yann Arthus-Bertrand et de Luc Besson était de faire un film gratuit. Et le succès de ce film, au-delà de la qualité artistique du film et de Yann, ça a été aussi cette gratuité qui était une idée géniale que Luc et Yann ont apportée. Aujourd'hui, il y a 400 millions de personnes dans le monde qui ont vu Home. 400 millions de personnes. C'est phénoménal. Et ça, je crois que c'est aussi du rôle des entreprises d'informer, de faire prendre conscience. Ça ne suffira pas, mais il faut recommencer en permanence. Et ce changement de comportement des individus, pour moi, dans cette période qui va être nécessaire pour substituer aux technologies fossiles, aux énergies fossiles, des technologies nouvelles, là encore, les individus doivent changer. C'est en train de se passer. L'éducation est absolument clé dans le changement comportemental des individus. Je pense que les États ont un rôle important à jouer et je pense que le troisième acteur sans lequel les choses ne se feront pas, ce sont les entreprises. Et encore une fois, je reviens sur mon idée, si les entreprises voient au travers du développement durable une contrainte, ça ne se passera pas. Les entreprises sont des acteurs absolument clés pour faire bouger les choses dans cette période. Et comme le dit Bertrand, sans rentrer dans des phénomènes de décroissance qui seraient destructeurs, on peut, en changeant nos comportements d'entreprise, en changeant nos comportements individuels, économiser énormément d'énergie. Bertrand, quelques mots là-dessus. Vous avez absolument raison d'être concret. Je crois que c'est ce message-là qu'il faut faire passer. Nous avons actuellement une période économique stagnante avec une croissance linéaire très faible dans laquelle les jeunes qui arrivent sur le marché ont de la peine à trouver du travail. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, en tout cas dans les pays riches, a à peu près tout ce qu'il veut et tout ce qu'il désire. Les gens ont leur voiture, ils ont leur ordinateur, ils ont leur télévision, ils ont leur frigidaire, ils ont leur téléphone portable. Par conséquent, l'industrie se contente de renouveler ce qui arrive à être trop vieux ou à donner des nouveaux modèles, mais ça donne une croissance de 1 ou 2%. On ne va pas pouvoir continuer comme ça, d'autant plus que cette croissance-là est polluante, parce qu'on utilise des vieilles technologies et des vieux types d'énergie. Alors, si on veut retrouver une croissance exponentielle, vous allez entendre certains, dans les milieux verts, dire « ça y est, croissance exponentielle, on tue la planète ». Mais pas avec les nouvelles technologies. Parce que vous avez maintenant, et beaucoup plus encore dans les économies d'énergie que dans la production d'énergie alternative, vous avez des technologies qui vous permettent de diminuer tellement votre consommation énergétique que vous êtes rentable sur votre investissement avec un rendement bien meilleur qu'à la bourse. Par exemple, si vous isolez votre maison ou que vous changez votre système de chauffage, rien que les économies d'énergie avec les déductions fiscales font que vous gagnez plus qu'à la bourse. C'est de l'ordre de 10 à 15% de retour sur investissement. Alors pour ceux de HEC, c'est évident. Pour les autres, j'espère que vous comprendrez. Ces technologies-là, tout le monde en a besoin. Les énergies renouvelables, tout le monde en a besoin. Par conséquent, si vous vous spécialisez dans ce genre d'action, isolation de bâtiments, changement de chauffage, nouvelles ampoules électriques, moteurs hybrides, moteurs électriques dans les voitures, etc., vous allez créer une croissance exponentielle. Parce que c'est des produits que tout le monde devra acheter, que tout le monde voudra acheter parce qu'ils sont rentables. Et en même temps, vous consommez moins d'énergie et vous permettez à la société de consommer moins d'énergie. Alors, quand on parle de développement durable, ça doit être gagnant, gagnant, gagnant. Ça doit être gagnant pour celui qui le fait, ça doit être gagnant pour celui qui le produit, ça doit être gagnant pour l'environnement. Et maintenant, on y est. On a les technologies pour ça. Ce qui manque, c'est le courage politique pour le mettre en œuvre. François-Henri. Quelques mots et puis on prend les questions après. Si je peux me permettre d'illustrer ce que vient de dire Bertrand, et je pense à ça parce que je vois Joren Zeitz qui est
avec qui je travaille, qui est le patron de Puma, qui est aussi l'homme qui est en train de faire bouger le développement durable à l'intérieur du groupe. Puma est une entreprise qui a toujours été très en avance dans ses réflexions, et en particulier sous l'impulsion de Joren. Puma a remis sur la table de travail ses emballages. Quand on vend des millions de paires de chaussures par an, vous imaginez le poids des emballages. Alors c'est une petite chose, l'emballage, on ne parle pas du produit en tant que tel, de l'emballage, mais en repensant complètement son emballage, ils ont inventé ce qui s'appelle le Little Cleaver Bag. Ils ont économisé 60% de papier sur l'emballage, 65% sur l'énergie et l'eau utilisée pour fabriquer les précédents emballages. Un emballage qui est esthétiquement magnifique, qui est très attirant et qui vraisemblablement va contribuer à un petit peu mieux vendre encore nos produits. Donc voilà typiquement une réflexion où on fait des économies massives tout en créant de la valeur. Donc c'est vraiment, il faut tout simplement avoir l'état d'esprit qu'il convient pour pouvoir réaliser ce genre de choses. C'est le gagnant-gagnant dont vous parliez tout à l'heure. On va prendre la troisième question. Oui, bonjour Clément, étudiant en école d'ingénieur. Donc si l'on fait le constat aujourd'hui que le changement de nos sociétés est indispensable, croyez-vous que ce changement doive procéder d'une prise de conscience sincère de tous les acteurs de la société, ou bien doit-on adopter une approche plus contraignante, par la réglementation par exemple, et cela afin d'accélérer le processus? Est-ce qu'on a le temps, en fait, d'attendre la prise de conscience sincère de tous les membres de la société? Ça, c'est une question très importante. Au fond, est-ce que la bonne volonté suffit? C'est vrai qu'on entend des discours de toutes parts depuis, je ne sais pas, une dizaine d'années, même au plus fort de la crise, on a dit l'économie verte, c'est une façon de sortir par le haut. Et puis, finalement, les choses avancent en partie, mais pas aussi vite qu'on le souhaite. Bertrand d'abord, François-Henri ensuite. La bonne volonté est-elle suffisante ou est-ce qu'il faut exercer une contrainte? Évidemment, sur les acteurs de l'économie, François-Henri, on vous posera la question, sur les entreprises, mais aussi sur les consommateurs. J'adore votre question et il y a 7 ou 8 ans, j'aurais répondu totalement autrement qu'aujourd'hui. Il y a 7 ou 8 ans, je donnais encore des conférences où je disais que la Terre est une planète qui flotte merveilleusement dans le cosmos, que c'est un miracle, la magie, que l'être humain et la nature aient pu s'y développer, qu'on doit protéger cette merveille de la création, etc. Puis j'ai réalisé que ça ne sert à rien de dire ça. La prise de conscience, malheureusement, n'est pas suivie de prise d'action. Et que même si on est conscient des problèmes, on ne va pas changer, parce que si vous avez besoin de votre voiture maintenant, ce n'est pas parce que ça va faire fondre le pôle sud dans 50 ans que vous allez laisser votre voiture au garage. Ou alors vous êtes un idéaliste merveilleux, il faut le dire, vous devez être sanctifié. Donc, on voit que si on veut vraiment changer quelque chose, on doit passer beaucoup plus par la stimulation de l'intérêt à court terme des individus. Et on doit montrer à quel point l'exemple de Puma est admirable, comment c'est rentable de changer, etc. Alors ça, c'est compris par des pionniers. Et c'est pour ça aussi que c'est François-Henri Pinault qui est là, et puis pas un autre chef d'entreprise qui n'a rien compris. Et il n'y a pas beaucoup de pionniers. Il n'y a pas beaucoup de pionniers parce qu'il y a peu de gens qui ont le courage de faire le premier pas tout seul, et puis de voir ce qui se passera ensuite. La majorité des chefs d'entreprise aimeraient attendre que tout le monde fasse le premier pas en même temps, parce que comme ça, il n'y a plus de risque. Alors, comment est-ce qu'on peut encourager tout le monde à faire le premier pas en même temps? Eh bien, par des mesures politiques. Et là, on arrive à quelque chose de beaucoup moins poétique que la planète qui flotte dans le cosmos. Et ma femme me dit souvent, tes conférences sont devenues beaucoup moins poétiques et philosophiques qu'avant. Moi, je lui réponds, elles sont devenues beaucoup plus efficaces. Le pouvoir politique devrait, dans son essence, être au-dessus des intérêts individuels à court terme et donner des lignes directrices. Si le gouvernement américain avait forcé General Motors, il y a 15 ans, à commencer à produire des voitures électriques, ou en tout cas des voitures qui consomment moins de carburant que les 10 litres, 15 litres, 20 litres au 100 des voitures américaines, je vous affirme que General Motors n'aurait pas fait faillite quand le prix du pétrole est monté à $147 le baril. Alors, quand on force une entreprise ou un groupe d'entreprises à entrer dans une démarche, on crée de la résistance et forcément, pendant quelques mois, les chefs d'entreprise vont se plaindre. Mais ensuite, ils vont se mettre au travail pour atteindre les buts que l'État leur aura fixés, en termes d'économie d'énergie, en termes de baisse de production de CO2, en termes d'économie de matières premières, comme dans l'exemple de François-Henri.
Et là, comme toutes les technologies sont existantes déjà aujourd'hui, ils y arriveront. Alors l'erreur, parce que souvent cette notion est mal comprise, l'erreur, ce serait de dire aux entreprises comment faire. Il ne faut pas leur dire comment faire, il faut leur donner le but à atteindre. Et pour ça, il faut des lois claires. Ensuite, dans le but à atteindre, il faut laisser les entrepreneurs chercher dans tout le panel technologique quelle technologie va s'adapter à leurs besoins particuliers. Donc il y aura de la créativité, il y aura de la variété, il y aura toujours de l'esprit d'entreprise, mais il n'y aura plus de distorsion de concurrence parce que tout le monde sera obligé d'atteindre le même but en même temps. Et ça, c'est fondamental, parce que je crois que le rôle des politiques maintenant doit être valorisé et doit être encouragé, mais dans cette direction-là. François-Henri Pinault. Comment est-ce que vous voyez cette dialectique, au fond, entre la loi et les acteurs de l'économie en particulier? Je partage tout à fait ce que vient de dire Bertrand sur l'importance du rôle de l'État, l'importance du rôle des États, parce que là aussi, on évolue dans un environnement qui s'est mondialisé. On ne peut pas faire cavalier seul sur un État qui serait très en avance sur ces sujets-là. Et c'est vraiment ces sommets Copenhague, Mexico qui vont faire avancer les choses. D'ailleurs, c'est parce que le sommet de Copenhague nous avait, je dis nous avec Yoron, nous avait un peu déçus, que nous avons décidé d'aller un peu plus vite et un peu plus loin à l'échelle du groupe. Il faut qu'il y ait des réglementations qui soient pour tous les mêmes et qu'il n'y ait pas des bons et des mauvais élèves dans les entreprises. Il faut qu'un encadrement... encore une fois, je pense que ce n'est plus une option. Le développement durable fait partie du panorama de l'entreprise au même titre que toutes les autres dimensions. Il faut qu'il y ait une réglementation dans ce domaine. Aux entreprises, ensuite, comme vous le dites, de trouver les solutions pour progresser. Pour vous donner un exemple, il a été imposé il y a quelques années des rapports sociaux et environnementaux aux entreprises cotées. C'est extrêmement lourd, ce sont des reportings extrêmement importants qui font travailler des gens dans toutes les entreprises pour faire remonter toutes ces données. Ça peut être perçu comme une contrainte. Voilà encore un document administratif qu'il nous faut produire qui ne sert à rien, ou vous pouvez vous le dire, si on utilisait ça comme un outil de pilotage, et vous regardez dans les centaines d'indicateurs qui sont fournis ou sociaux, environnementaux, comment vous pouvez les utiliser pour progresser. On a essayé de prendre cette voie-là avec Laurent qui est là, qui avait mis ça en place dans le groupe. Il y a quelques années maintenant, on a été même un peu plus loin puisque une part significative de la rémunération variable de nos dirigeants dépend de l'atteinte de ces objectifs. C'est quoi ces objectifs, par exemple? Par exemple, c'est Puma dans le domaine du transport, puisque c'est un des points importants de l'empreinte CO2 de Puma, s'est fixé un objectif de réduction de 25% en 2015. Fnac, sur son empreinte magasin et logistique ses entrepôts, en particulier en consommation d'énergie, s'est fixé une diminution de 10% de ses consommations. Donc voilà, un certain nombre d'objectifs qu'on s'est fixés, qu'on a publiés d'ailleurs, s'est transformé aussi en incitation financière, parce que les choses doivent être cohérentes. Tout ça fait partie de l'environnement de l'entreprise. Et donc, encore une fois, d'une contrainte réglementaire, on a pu transformer ça en un véritable outil de pilotage, de progrès, et les résultats, je dois dire, sont vraiment, vraiment spectaculaires. Et ça, c'est remarquable, et c'est vraiment des exemples qui doivent être compris et communiqués partout, que vous, comme futur chef d'entreprise, vous fassiez ce genre de démarche-là et le plus vite possible. Une question. Bonjour, je suis Tong Xiang, étudiante à AgroParisTech. Comment souhaiter que les entreprises évoluent dans leur vision et ne réfléchissent plus uniquement à court terme, avec pour objectif l'efficacité économique, la maximisation des profits, dès lors que l'on continue à mesurer l'état de santé ou le développement d'un État à travers des indicateurs principalement économiques, omettant ainsi l'ensemble de la valeur extra-financière? Alors ça prolonge ce que vous disiez, François-Henri, à l'instant. C'est vrai que, dans l'idéal, il faut arriver à mettre au point un tableau de bord très complet. Vous l'avez fait, vous êtes en train de le faire, manifestement. Cela dit, ça n'est évidemment pas universel. Et puis, pour préciser la question de mademoiselle, vous êtes un groupe coté, il y a la bourse, vos investisseurs. Là encore, je me souviens, il n'y a pas, puisque je suis journaliste économique depuis un certain nombre d'années, comme en témoigne l'état de mon crâne. Je me souviens d'une époque pas si lointaine où on disait « les actionnaires vont contraindre les entreprises eux-mêmes à adopter ces procédures nouvelles de respect de l'environnement ». Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Les actionnaires, ils s'en foutent.
Alors, il y a plusieurs types d'actionnaires. Certains actionnaires qui sont propriétaires de leur entreprise et qui ont une vraie vision, une vraie bien sensibilité. Sûr. Je parlais des actionnaires de la bourse. Je vois François Lemarchand qui est devant moi. En voilà un qui est actionnaire de sa propre entreprise et qui fait vraiment bouger les choses. Mais c'est vrai qu'en règle générale, les actionnaires financiers, les grandes institutions financières c'est bien sûr de cela dont je internationales, qui représentent l'essentiel des financements des entreprises cotées, n'ont pas aujourd'hui encore intégré les dimensions autres que financières dans l'appréciation des entreprises. Alors, il ne faut pas non plus tout leur mettre sur leur dos. C'est vrai que la bourse peut paraître très court-termiste, mais la bourse réagit à court terme, mais elle analyse à moyen et long terme. N'oubliez jamais ça, c'est que les investisseurs font des analyses beaucoup plus longues qu'on ne le pense, même si leur comportement boursier est très court-termiste. À nous, entrepreneurs, et je peux vous dire que dans beaucoup de domaines, y compris dans le domaine du développement durable, si vous savez expliquer ce que vous allez faire à 5 ans, les résultats que vous allez essayer d'obtenir à 5 ans, et que pour cela, ça suppose des investissements, ça suppose des dépenses, mais que vous expliquez tout ça, alors là, les actionnaires sont capables, les actionnaires et les investisseurs sont capables de comprendre ce que vous allez faire. Et donc, je pense, et c'est le pari que l'on a pris avec notre projet, où on a annoncé il y a récemment ce projet PPR Home for the Long Run, qui consiste à créer une plateforme d'expertise très ambitieuse à l'échelle du groupe pour apporter aux marques du groupe une expertise durable, de développement durable dans les domaines logistiques, dans les domaines de création de produits, dans les domaines de distribution. Ça va nous coûter 10 millions d'euros par an, c'est l'investissement de départ. On a indexé ces 10 millions d'euros à la distribution de dividendes. Là, c'était le signal que je voulais donner que si je sers plus de dividendes aux actionnaires du groupe, je dépenserai plus et j'investirai plus dans le développement durable. C'est vrai qu'à court terme, si je n'explique pas ça au marché financier, c'est perçu comme une dépense supplémentaire qui va venir baisser le résultat du groupe et on va être pénalisé. À moi, en tant que chef d'entreprise, d'aller expliquer à mes actionnaires le bien fondé de ça. On a commencé par les administrateurs du groupe. Joren et moi-même avons présenté le projet, qui est un projet très ambitieux, lourd mais ambitieux, et on a eu une unanimité complète des administrateurs du groupe sur ce projet. Donc c'est aussi une question de sensibilisation, d'explication au marché, et je suis convaincu que les marchés intégreront de plus en plus ces éléments de développement durable dans leurs appréciations des entreprises. Bertrand, vous avez quelques commentaires à faire là-dessus, sur justement court-termisme et la réaction, disons, de la planète financière face aux problèmes de la planète physique? Le court terme est terriblement attrayant. C'est terriblement attrayant, le court terme. Quand vous voyez que tout va bien juste maintenant, vous avez envie de continuer exactement la même chose. Alors moi, je me rappelle dans mon tour du monde en ballon, les météorologues nous avaient demandé de voler à 8000 mètres d'altitude et 60 km/h, ce qui pour nous était beaucoup trop lent parce qu'on avait peur de ne pas avoir assez de gaz pour faire le tour de la planète. Et on a désobéi. Avec Brian Jones, nous sommes montés à 9000 mètres et là, nous avons trouvé un jet stream qui soufflait à 120 km/h. Alors, comme on était très contents, on a rappelé les météorologues pour leur a dit « Les gars, vous ne trouvez pas qu'on est bon là-haut? On vole 2 fois plus vite que ce que vous avez calculé. » Ils nous ont dit « Mais c'est complètement faux ce que vous faites. Vous devez immédiatement redescendre à 8000 mètres parce que sinon, vous allez vous faire tirer au pôle Nord par une zone de basse pression. » Et ils m'ont posé la question qui m'a vraiment fait comprendre ce qu'est la durabilité, le développement durable. Ils m'ont dit « Toi, le soi-disant bon pilote là-haut, tu veux quoi? Tu veux aller très vite dans la mauvaise direction ou tu veux aller lentement dans la bonne ?» Eh bien, ce qui est très amusant, c'est que Richard Branson, avec qui nous nous battions pour être le premier à faire le tour de la planète, lui, il a fait exactement l'inverse. Il est resté à très haute altitude, c'était quelques semaines avant. Ses météorologues ne lui ont pas donné le bon conseil, il volait à 300 km/h et il s'est planté au large de Hawaï au lieu de voler un peu plus bas, ce qui l'aurait amené quand même aux États-Unis. Donc, on voit que le court terme est un danger terrible et c'est une question d'éducation, c'est une question de mentalité, c'est une question d'expérience et d'apprentissage, d'essayer de voir le long terme, même si c'est un peu plus difficile, parce qu'il y a plus de doutes, il y a plus de points d'interrogation et les gens n'aiment pas ça. C'est pour ça que moi je dis toujours que ce qu'il faut absolument, c'est apprendre aux étudiants dans les universités à cultiver l'amour du point d'interrogation et du doute beaucoup plus que de la certitude et de l'habitude. Parce que quand on accepte de se confronter à l'inconnu, à ce moment-là, on prendra les décisions correctes parce qu'on verra le long terme plutôt que le court terme.
Merci. La question suivante, s'il François, vous je plaît. voudrais juste rajouter à ce que vient de dire Bertrand. Dans le monde de l'entreprise, ce que vous venez de dire est très vrai. Les entreprises sont responsables des visions court-termistes des marchés. Les chefs d'entreprise, très souvent, et j'en ai fait partie, c'est pour ça que je le dis, ne voulant pas nous mettre la pression et être dans la situation de ne pas respecter des engagements ou des guidance, comme on dit, que nous aurions fait au marché, on préfère ne pas donner de perspective. Et donc, on reste nous-mêmes dans le court terme. L'exercice qui vise à donner une vision longue en termes de projets et de moyens pour y aller, auxquels adhèrent les marchés, évidemment, crée des contraintes chaque année en termes de livraison des performances que vous avez promises. Et je pense que c'est aussi un changement de mentalité des gens qui dirigent les entreprises cotées qui fera aussi évoluer les marchés financiers vers une considération plus grande des éléments de développement durable dans les stratégies d'entreprise. Merci. Peut-être la question suivante, monsieur. Bonjour, Florian Hugues-Fouché, étudiant en master spécialisé développement durable à HEC. Je me permets de vous transmettre deux questions. La première, on a dit que le modèle de développement que l'économie anime n'est plus soutenable sur un plan environnemental, social et par là même économique. Pensez-vous que le modèle de social business, imaginé depuis quelques années, qui est basé sur une économie locale et à finalité sociale, beaucoup plus sociale du moins, vous paraît-il extensible et pouvant ainsi être considéré comme une solution de modèle viable et durable? Et juste, j'enchaîne sur une deuxième question. Suite à l'exemple que vous avez pris sur les économies d'emballage, Monsieur Pinault, je me permets de vous demander si vous n'avez pas peur de ce que l'on appelle l'effet rebond, où finalement l'impact environnemental positif de manière unitaire est totalement inhalé par l'augmentation des quantités, comme vous avez rajouté que cela permettrait éventuellement de vendre plus. Bonne question. Vous faites du développement durable, mais vous devriez être journaliste. Première question, donc, sur le social business. On connaît ce modèle qui est un modèle d'économie locale, au fond, avec des petites unités qui, évidemment, n'opèrent pas à la taille des grands groupes comme le vôtre. Est-ce qu'on peut imaginer que ces petites structures prennent plus de poids dans les économies dans les années qui viennent? Est-ce que c'est extensible? Au fond, c'était la question de notre ami. Écoutez, je crois, oui, qu'elles prendront de plus en plus de poids. Je crois que c'est un système qui est viable et qui peut vivre à côté du système, entre guillemets, libéral ou capitaliste qui prévaut. Mais on le voit, et d'ailleurs, dans la reconsidération de nos modèles, en particulier, je pense à l'économie circulaire sur laquelle on est en train de travailler avec l'association Cradle to Cradle aujourd'hui, qui vise à prendre en considération, dès la conception même des produits, leur vie après leur consommation. On peut créer là et aider des business sociaux à avoir une vraie viabilité à côté des grands modèles économiques existants. Donc je pense que non seulement ils ont une vraie perspective, mais qu'en plus, je pense qu'ils vivront de façon totalement imbriquée avec les modèles prédominants d'aujourd'hui. La question sur, justement, vous faites des économies sur un produit. Si vous en vendez davantage, au total, l'impact, l'empreinte n'est pas modifiée sensiblement. Fondamentalement, vous avez raison. Si on ne touche pas aux produits de base, c'est pour ça que j'ai pris la précaution de préciser qu'il ne s'agissait que de l'emballage pour l'instant. Et ça, c'était la première étape. C'est-à-dire que sans changer les façons de travailler des entreprises, on a essayé de travailler sur la périphérie de nos modèles. C'était les premières étapes du développement durable. On s'est fixé depuis 2007, par exemple, 7 enjeux essentiels pour le groupe en fonction de nos métiers, avec des objectifs chiffrés, mais on ne touchait pas au process même. Et c'est là où votre question est tout à fait importante à poser. Et c'est aussi pour ça que l'étape supplémentaire, c'est d'aller transformer le produit lui-même. On était pour l'instant à essayons de faire moins mal. La question qui se pose maintenant, et c'est tout l'enjeu de notre projet, c'est comment faire mieux. C'est-à-dire, au lieu de ne faire que de diminuer un impact négatif, qu'il soit social ou environnemental, comment faire pour créer des impacts positifs. Alors, je parlais de l'emballage, le produit est au cœur du sujet. Ça va passer par la refonte complète des processus de création de conception des produits, des processus de logistique amont et aval aux produits, et c'est ce sur quoi on travaille. Les filières organiques en ce qui concerne les textiles, les filières liées au caoutchouc. Enfin, il y a un certain nombre de travail à faire sur les produits en tant que tels.
On ne le fera pas avec les organisations telles qu'elles sont aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on crée dans notre projet ce qu'on a appelé un Sustainability Creative Lab. C'est une équipe d'experts qui viennent de l'univers du développement durable, qu'on est en train de recruter dans le monde entier. Il y en aura une dizaine qui vont travailler dans le groupe, qui seront complètement intégrés au groupe, pour repenser avec les opérationnels, avec les gens qui sont déjà là, leur processus de conception, leur processus de fabrication et leur processus de distribution. On s'est rendu compte que de demander aux gens en place de repenser complètement, c'est très compliqué, voire impossible. On a besoin de faire appel à des expertises très particulières qui viennent compléter les équipes en place. Et c'est vraiment l'étape suivante qui nous permettra de créer des impacts totalement positifs. Et donc, s'ils sont positifs, l'effet volumique sera encore plus positif. Merci. Peut-être une dernière question. J'aimerais juste répondre à ça aussi. Je crois que l'erreur qu'on fait souvent quand on planifie le futur, c'est de prendre ce qu'on a maintenant et d'essayer de le faire évoluer peu à peu. Je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut visualiser le futur qu'on veut créer et voir par quels moyens on y arrivera. Par conséquent, si vous voulez résoudre le problème du rebond, c'est vrai que vous devez vous placer dans une situation d'un type de société dans lequel le rebond ne sera plus un problème. Et la solution concrète, c'est quoi? La solution concrète, c'est une société qui n'est plus dépendante des énergies fossiles, parce qu'elle aura réussi à économiser une immense partie de son gaspillage d'énergie et de produire la plus grande partie du reste avec du renouvelable. Ça, c'est le modèle énergétique. Ensuite, vous avez le modèle, tout ce qui est ressources naturelles, tout ce qui est produits de base. Les emplois du futur vont être beaucoup plus dans le recyclage que dans le gaspillage. C'est ça qu'il faut voir. Vous avez quelques entreprises maintenant qui ont compris ça et qui recyclent des métaux rares, qui recyclent des métaux dangereux, des produits dangereux, etc. Mais ça va se généraliser. Donc ce qu'il faut, c'est avoir en même temps des produits qui vont tourner, qui vont être recyclés et qui vont être transformés, et tout ça avec une énergie qui ne pollue pas. À partir de là, vous allez créer des emplois. Et si vous avez des gens qui font des économies et qui, grâce à ça, partent en voyage, en avion solaire, pour aller dans un hôtel chauffé à de la géothermie, dans un endroit où l'éclairage s'est fait par de l'éolien, eh ben, je ne pense pas que votre effet rebond sera mauvais, si ce n'est que les gens vont se sentir mieux et vivre mieux. Merci. Dernière question de nos étudiants, et puis après on prend les questions de la salle, juste après. Monsieur, merci. Bonjour, Jonathan pour HEC et HEC Débat. Vous avez prôné jusqu'à maintenant donc une incitation politique pour promouvoir le développement durable, mais ma question ce serait comment convaincre des pays comme la Chine et l'Inde, qui ont fait sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté grâce au modèle actuel, à opter pour un nouveau modèle et à changer de modèle, parce que eux, la croissance exponentielle à plus de 10% et les retours sur investissement aussi importants, ils les connaissent. Et la question en fait plus globalement, ce serait est-ce qu'il existe vraiment un modèle de développement viable et global au-delà de simples exemples concrets de recyclage d'emballage, par exemple? Merci, question essentielle, bien sûr. Je vais vous demander, c'est une question pas facile, mais d'être relativement concis dans vos réponses, et puis après on prend les questions de la salle. Bertrand, je vous sens chaud. Laissons les Chinois faire ce qu'ils ont envie de faire, et faisons déjà, nous, ce que nous devons faire. C'est ça la première chose. On se réfugie toujours derrière cette image. Les pays plus grands et plus polluants continuent à détruire l'environnement. Donc à quoi ça sert que nous fassions un effort? Arrêtons de mettre l'environnement au centre de tout. Mettons la santé des entreprises, la croissance propre, la création d'emplois en avant. Et ça, c'est ce qui sera possible si dans nos pays européens, nous passons des technologies vieilles et polluantes au clean tech, à toutes ces technologies propres qui permettent de produire de l'énergie propre et d'économiser d'énergie. Si nous faisons ça, eh bien nous allons stimuler notre niveau de vie et notre pouvoir d'achat tout en produisant les produits dont la Chine va de toute façon avoir besoin. Alors, les Chinois vont nous acheter nos produits, tant mieux, mais secondairement, je dirais, l'environnement va en profiter. Mais ne nous cachons pas derrière la pollution des autres pour se dire que nous-mêmes, nous ne devons rien faire. Merci. François-Henri? Oui, je partage ce point de vue. Je voudrais rajouter une chose, c'est qu'on a aussi vu, et dans d'autres domaines, je pense aux télécommunications, des pays faire des sauts technologiques. Je pense à l'Afrique, où on a des activités relativement importantes,
où la téléphonie filaire n'a jamais marché. Voilà des pays qui sont passés à la téléphonie cellulaire avec des taux de couverture aussi bons qu'en Europe. Je pense qu'un des enjeux que nous aurons dans l'avenir, c'est de pouvoir et d'accepter des transferts de technologies vers les pays pauvres, pour leur permettre justement d'avoir accès, sans passer par toutes les cases et par toutes les erreurs que nous avons pu commettre, mais ça supposera là aussi que les pays développés puissent accepter de transférer leur savoir-faire technologique dans les nouvelles technologies propres vers ces pays en voie de développement. Merci. Et surtout qu'une partie de l'aide au développement pourrait être faite sous forme de technologies propres, plutôt que simplement de cash qui est ensuite détourné et qui revient dans les banques européennes. Merci à nos étudiants. Merci à nos étudiants d'avoir ainsi œuvré pour ce débat. Peut-être, sans doute, y a-t-il des questions dans la salle? Je vois des mains qui se lèvent. J'ai vu la première là-bas. Si on pouvait porter à madame un micro, ça serait formidable. Voilà, le micro arrive. Non, si vous pouvez vous avancer un petit peu, voilà. Très bien. Merci de vous présenter, madame, et de formuler une question brève pour que nos intervenants puissent y répondre. Claudine Blagic, je vous remercie pour cet exposé qui a donné l'occasion de rappeler les opportunités de croissance à moyen et court terme. Mais je voudrais rebondir sur un élément que M. Langlais vous avez évoqué en introduction. Monsieur Pinault, comment conciliez-vous à long terme croissance infinie et monde fini? Je reviens sur le sujet. Sachant qu'une économie immatérielle n'est pas envisageable, on a au moins besoin de nourriture pour survivre, et que la technologie et les exemples qui ont été donnés le montrent, avec une productivité accrue, reculent les limites de cette limitation matérielle, mais ne l'annule pas. Pardon. Merci. Merci. Oui, question importante. Est-ce qu'il y a une limite à la croissance, François-Henri? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une limite sur laquelle nous buterions? François-Henri d'abord et Bertrand ensuite. Écoutez, je ne suis pas scientifique, donc je vais être très prudent dans ce que je veux dire. Je pense que, et pour reprendre les propos que nous avons eus, si cette croissance s'appuie sur des fondamentaux qui ne sont pas protecteurs du système dans lequel nous vivons, c'est-à-dire environnement, du système social et du système économique, les choses s'arrêteront, évidemment. Donc, encore une fois, le modèle tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas durable. Et ça, je crois qu'on en est tous convaincus, et je pense les entrepreneurs en premier lieu. Donc il s'agit vraiment de pouvoir définir les conditions de la durabilité de ce modèle de croissance. Encore une fois, l'idée de croissance, pour moi, est fondamentalement liée à des données en particulier démographiques. Si nous étions en population finie et qu'il n'y ait plus de croissance démographique, à quoi servirait la croissance stricto sensu? Cette croissance est liée à cette démographie. Et à partir de là, à nous et à la science en particulier et à nous individus en termes de comportement, d'intégrer ces éléments-là pour faire en sorte que les solutions de croissance qui sont apportées en particulier par les entreprises soient des solutions durables, pérennes pour les individus, pour l'environnement et pour le modèle économique en soi. Bertrand, peut-être quelques mots là-dessus. Poser, comme vous l'avez posé, la question ne peut avoir qu'une seule réponse. On ne peut pas avoir une croissance infinie avec un monde fini. Mais par contre, à l'intérieur du monde fini, on peut avoir une croissance intelligente plutôt qu'une croissance bête comme nous avons actuellement. Actuellement, on veut plus alors qu'on pourrait avoir mieux. Et le mieux doit être axé, à mon avis, sur la qualité de vie. Et là, il y a des défis fabuleux à accomplir. Au XXe siècle, le défi consistait à conquérir la planète et aller jusque sur la Lune. Maintenant, c'est fait, c'est de la vieille histoire, il n'y a pas besoin d'y retourner. C'est pas comme ça qu'on va continuer à se développer. Il faut mettre tout l'esprit de pionnier en avant pour trouver des solutions pour les problèmes de pauvreté, de droits humains, de recherche médicale, de développement durable, d'énergie, etc. Et là, il y a un des points qu'on aborde, à mon avis, pas suffisamment, que François-Henri a mentionné sur le plan social, c'est clairement la lutte contre la pauvreté. La pauvreté est une des résultantes fondamentales de notre démographie galopante. Si on éduque davantage les populations pauvres, si on les instruit davantage, si on leur donne plus de potentiel,
automatiquement, et on voit très bien toutes les courbes statistiques, la natalité diminue. Les populations pauvres ont beaucoup d'enfants par ignorance et par besoin d'avoir des enfants jeunes qui s'occupent d'eux, sachant que la moitié va mourir. Si vous augmentez le niveau de vie de ces populations pauvres, vous avez une natalité qui diminue très nettement. Le problème de surpopulation peut se stabiliser. À ce moment-là, vous avez bien assez de ressources pour tout le monde, parce on peut avoir une croissance économique sans pollution dans un monde qui ne grandit pas, c'est-à-dire qui n'a pas besoin de toujours plus. Donc la lutte contre la pauvreté comme moyen de lutter contre la surpopulation doit être quelque chose de beaucoup plus présent dans nos mentalités et dans nos actions. Merci. Oui, madame. Merci. Bonjour. Bonjour. Les Grecs ont pris la ville de Troie et ont délivré la belle Hélène. Les Grecs ont essayé. Là, vous nous intriguez, là. C'était une allusion à Cassandre tout à l'heure, peut-être. Tout à fait. Alors, on vous écoute. Quelle est votre question, madame? J'ai 2-3 petites choses à vous dire. Non, c'est juste une question qu'on attend de vous, pardonnez-moi. Alors, la crise, ne serait-ce pas un manque de conscience et d'amour et de femmes pour vous inspirer, vous, messieurs du patriarcat? Ah, 1000 pétards. Bon. Là, vous nous plongez dans un abîme de perplexité. Il va falloir tout le talent de François-Henri et de Bertrand pour répondre. Mais nul doute qu'il ne soit à la hauteur de ce défi. Écoutez, je crois que vous avez... Vous savez, dans la conviction qui est la mienne en tant que chef d'entreprise, il y a d'abord une conviction personnelle sur le développement durable et qui m'a été vraiment amenée par les femmes qui m'ont entouré, à commencer par ma mère et aussi par ma femme. Et c'est vraiment cette sensibilité féminine qui m'a fait prendre conscience des enjeux du développement durable. Ça, je le reconnais très volontiers. Et je crois que c'est assez vrai aussi que une certaine sensibilité aux choses permet d'ouvrir l'esprit et d'aller un petit peu plus loin. Vous savez, je suis dans un métier, pour une partie du groupe, en tout cas dans les marques de luxe, qui est intimement lié à l'évolution, dans le sens positif du terme, du statut de la femme dans la société. Plus le statut de la femme dans la société progresse, au bon sens du terme, plus les métiers dans lesquels je suis sont florissants. Donc encore une fois, voilà, l'importance des femmes, à la fois dans le développement durable et aussi dans un de mes métiers. Bertrand. S'il y a une chose que vous ne pouvez pas nous reprocher à François-Henri et moi, c'est le patriarcat. Parce que tous les deux, nous sommes engagés dans des fondations pour le droit, l'éducation et la défense des femmes. François-Henri a créé sa propre fondation. Moi, j'ai travaillé depuis 12 ans avec les Nations Unies, dans le Fonds des Nations Unies pour la population, pour justement baisser la pauvreté par l'éducation des femmes. Et c'est clair que le mouvement féministe va moins servir la protection des femmes, puisque c'est des femmes qui soutiennent les femmes, que quand vous avez des hommes qui viennent expliquer dans les pays en voie de développement pourquoi les femmes doivent avoir un rôle accru dans leur famille, dans la société, dans l'éducation, etc. Donc, en tant qu'homme, je pense qu'on peut faire beaucoup plus pour les femmes que les femmes elles-mêmes peuvent faire pour elles. Oui. Ah. Ça suscite des réactions. On va prendre une question de ce côté-ci, mademoiselle. Enfin un peu d'ambiance. Mademoiselle, juste un petit mot, s'il y avait des questions au premier niveau, je suis désolé, je ne vois pas très bien à cause du contre-jour. Merci à ceux qui voudraient poser une question de s'avancer au premier rang du balcon de façon à ce que je puisse les distinguer. Mademoiselle, c'est à vous. Merci de vous présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Aïda, je suis étudiante en environnement. Et en fait, j'aurais voulu avoir votre avis un peu sur le mode de production actuel. En fait, on est dans une société où on a la croissance quand on vend du produit, donc on est encore sur une ligne très linéaire. On exploite des ressources, on produit, on utilise, on jette. Quelles sont vos réflexions donc, sur peut-être une économie beaucoup plus circulaire, qui irait peut-être au détriment des grandes sociétés actuelles, qui basent tout leur chiffre d'affaires
et leur fonctionnalité même justement sur le fait de vendre plus et non pas mieux. Voilà. Très bien, oui, c'est une vraie question. Hein. Mais François-Henri a donné quelques éléments de réponse avec Cradle to Cradle, donc du berceau au berceau. J'imagine que c'est des réflexions très importantes pour vous. Comment intégrer dès l'amont? Ça fait partie du changement de paradigme d'entreprise sur lequel il faut travailler, c'est de se préoccuper très en amont de la conception des produits, de leur cycle de vie complet. Donc c'est vraiment du berceau au berceau, chose qu'on ne fait pas aujourd'hui naturellement dans les entreprises. Et Bertrand parlait tout à l'heure de nouvelles opportunités. On a dans notre projet PPR Home for the Long Run, par exemple, bien sûr des investissements internes à but non lucratif qui visent à amener cette expertise auprès des marques. On a des investissements humanitaires externes. Bertrand a cité la fondation PPR pour le droit et la dignité des femmes. Et on a aussi des investissements à but tout à fait lucratif. Et on est en train de mettre en place, et on regarde aujourd'hui à investir de l'argent dans notre environnement amont ou aval, par exemple des tanneries organiques. Pourquoi se contenter d'un lien strictement commercial? Pourquoi n'investirions-nous pas aux côtés de l'entrepreneur avec lequel nous travaillons pour l'aider à se développer un peu plus, ou dans le recyclage des produits? Et effectivement, l'économie circulaire qui vise à se préoccuper de l'après-vie du produit, je pense, pourrait être créateur de valeur et changer fondamentalement la chaîne de valeur tout à fait linéaire que nous avions jusqu'à présent. Et c'est en ça qu'on est en train de regarder les opportunités d'investissement, en particulier dans le domaine du recyclage. Alors, il y a aussi un autre élément qui est l'économie de fonctionnalité. Très souvent aujourd'hui, la fonctionnalité et le produit en tant que tel sont imbriqués, ne sont pas séparés. Trop souvent, on considère qu'une fonctionnalité doit s'accompagner du produit. Donc là aussi, il y a des réflexions à avoir. Pourquoi ne pas, quand la fonctionnalité est au cœur du besoin des consommateurs, se concentrer sur cette fonctionnalité et la dissocier du produit en tant que tel? Là, c'est les systèmes de location. Par exemple, on a tous des enfants en bas âge, en tout cas moi. C'est vrai que pourquoi acheter les vêtements pour enfants dont on sait qu'ils ne seront plus adaptés quelques temps plus tard? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer pouvoir les louer, par exemple? C'est des idées très basiques que j'évoque comme ça, mais il y a effectivement toute une piste aussi liée à la fonctionnalité des produits et des services que nous vendons. Oui, il y avait une question au premier rang, là, si on pouvait venir nous faire porter un micro, merci. Il est 16h05, on arrêtera à 16h15, on a commencé avec un petit peu de retard, comme ça nous aurons 1h30 pile. Monsieur, merci de vous présenter, de formuler une question brève. Bah voilà. Non, j'en attendais juste un tout petit peu plus quand même. C'est vous qui voyez, hein, vous inquiétez pas. En fait, je me présente, voilà, je m'appelle Guillaume Pollard, je suis traumatisé crânien. Et ma question, c'est en fait, je crée des chœurs résilience. C'est des chœurs où en fait on fait chanter des personnes qui sont handicapées. Ouais. Et est-ce que ça vous intéresserait, vous avez fait, vous deux, des choses merveilleuses, comme vous avez essayé d'aller dans le ciel, vous avez essayé d'aider des personnes qui... Enfin, oui, vous avez travaillé avec des personnes qui sont... qui ont fait d'énormes études. Est-ce que ça vous intéresserait de donner un coup de main. De donner un coup de main à des traumatisés crâniens, à des personnes qui sont enfermées dans leur bulle. Est-ce que ça vous intéresserait de pouvoir les faire vivre et de pouvoir de nous aider pour ce projet? Monsieur, je vais répondre pour eux parce qu'on est un petit peu en dehors de notre champ, vous entendrez, vous le comprendrez, en même temps votre question est tout à fait importante, mais je crois que l'un et l'autre sont à votre disposition après le débat pour regarder ça. Il y a aussi pour PPR Laurent Claquin qui est là au deuxième rang et qui se fera un plaisir de regarder avec vous les modalités d'une coopération possible parce que bien évidemment c'est un sujet. Vous savez, c'est toujours possible, il s'agit de trouver le bon projet. Je dis ça parce que je vois Guy Alba qui est là, qui est le patron de la fondation ELA, qui est de lutte contre les leucodystrophies, qui est une maladie génétique rare pour laquelle évidemment il n'y a pas de recherche et que nous aidons depuis des années au niveau du groupe parce qu'il nous apporte des projets tout à fait mobilisateurs
pour les gens de l'entreprise. Donc franchement, il n'y a pas de frein, au contraire, les entreprises doivent avoir ce rôle-là, mais c'est aussi à vous de nous amener des idées intéressantes. Nul doute qu'il en ait la capacité, en tout cas on prend langue, c'est bien noté. Monsieur, vous aviez une question, si on peut faire passer un micro, on revient à vous monsieur ensuite. Vous avez une voix de stentor, oui, on vous écoute. Silence dans les rangs s'il vous plaît. J'ai été premier ténor dans une chorale. Ah, ça se sent. Oui, je suis désolé, mettre un petit pavé... Est-ce que vous pouvez vous présenter, pardon? Oui, Alain Leboss, retraité breton. Très bien. Voilà une qualité éminente. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que vous soyez retraité ou que vous soyez breton qui déchaîne l'enthousiasme, mais en tout cas, la combinaison des deux est formidable. Allez-y. Après avoir travaillé pendant près de 40 ans dans l'informatique, y compris avec l'Inde, je lis dans Télérama de cette semaine un article qui me renvoie à quelque chose que j'ai lu dans un livre récemment, à savoir que la France aurait, comment dirais-je... Allez-y doucement. Le gouvernement a délivré 3 permis d'exploration sur une zone gigantesque à Total, Gaz de France Suez et au Texan Chupac Énergie, l'autorisation de faire des forages pour découvrir sur 12% du territoire français des gaz de schiste. Et le... Non. Et je rajoute que le signataire de ce document qui a été signé par M. Borloo en mars 2010, c'est un ancien ministre de l'écologie. Merci, monsieur. Cela étant, vous ne posiez pas de questions au sens propre. Bertrand voudrait vous répondre néanmoins. Vous savez, ce qui est dommage dans une nouvelle comme celle que vous annoncez, c'est que c'est toujours plus des vieilles technologies, alors qu'on pourrait utiliser maintenant la créativité humaine pour creuser des puits de 3 à 5 000 mètres, comme pour sortir du pétrole, mais pour sortir de la chaleur. Et la géothermie est une solution qui ne peut pas s'appliquer partout, mais qui peut s'appliquer dans beaucoup d'endroits avec les mêmes technologies de forage que pour le pétrole. Donc, quand on veut parler de développement durable et de changement de paradigme énergétique, il ne s'agit pas de couler les entreprises pétrolières, il faut les encourager à avoir un autre but avec le même know-how, le même savoir-faire qu'ils ont. Il y a de la place pour tout le monde dans ce progrès, dans cette nouvelle croissance durable. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut simplement éviter de machiavéliser, de démoniser certains. Il faut au contraire les encourager à changer. Merci Bertrand. Monsieur, le rang extérieur, s'il vous plaît. Oui, si on peut vous faire porter un micro, ça sera malheureusement la dernière question, car le temps... Si vous pouvez avancer juste sur votre gauche, voilà. Merci messieurs, j'ai bien apprécié votre émission et le reportage que vous avez fait sur l'avion solaire. Moi-même je suis entrepreneur et je suis environnementaliste, donc je connais un peu ces problèmes-là. J'ai fait un tour du monde à vélo en particulier. Alors quand je m'aperçois que les Nations Unies font balader leurs voitures solaires dans le monde entier et qu'ils en font un exploit et que ça fait l'affiche des médias, je me pose parfois des questions. Je me dis, si tout le monde pouvait faire ça, ça serait bien. Malheureusement, le cas est toujours exemplaire. Je m'aperçois qu'il y a quelques années, on pouvait éventuellement... on prenait 4 jours pour faire du bateau et pour aller de Londres au Kenya.
Et bon, on se déplaçait, la globalisation existait déjà. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, en 4 heures d'avion, on peut faire ce même voyage. Et malheureusement, ça crée plus de problèmes. J'ai lu, alors pour revenir avec l'exemple du monsieur qui a lu le journal, moi aussi j'ai lu un journal hier, je m'aperçois que 10% de la planète possède 80% du capital du monde. Je m'aperçois que la pauvreté est débordante dans le monde entier. Je m'aperçois que c'est vrai qu'on peut utiliser des technologies, mais quand il s'agit de traverser une frontière, c'est pas les technologies qui comptent, c'est une question, c'est le passeport, c'est les visas, les choses comme ça. Alors bien évidemment, la technologie peut changer le monde, peut révolutionner le monde. Les technologies sont vieillissantes, c'est vrai, vous l'avez dit, mais le problème c'est de mettre en place une nouvelle technologie. Alors je m'aperçois que c'est pas les technologies en elles-mêmes qui sont faciles à changer, ça, qui sont difficiles à changer, ça c'est facile, mais c'est tous les blocs, bon, vous avez parlé des blocs mentaux, la psychologie évidemment, mais aussi il y a les blocs qui sont pas mentaux, qui sont tout simplement dus au fait de la matérialité du monde, et c'est ça qui est... Très bien. Voilà, oui, on vous a compris, je crois. Mais, monsieur, vous avez absolument raison. Le monde va mal. C'est pour ça qu'on est là à discuter de ce qu'on peut faire. Et vous avez raison de dire que les problèmes sont plus psychologiques que techniques. La technique est là. Donc moi, je vous rappelle juste qu'à l'origine, avant d'être explorateur, j'étais psychiatre. Et c'est vrai qu'il y a un immense domaine d'application de la psychiatrie dans notre monde, qui est un monde qui doit se soigner de son addiction, de sa toxicomanie aux vieilles technologies, aux vieux paradigmes, aux vieux gaspillages qui nous ont amenés dans une impasse. Nous devons effectivement changer. On va vous demander à chacun 3 mots de conclusion. François-Henri, au fond, sur ce sujet, ça nous a permis de brasser assez large. Qu'est-ce qui vous semble l'idée clé? Et puis Bertrand, même exercice. C'est l'idée, le message que je voulais passer aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, c'est que si on arrive à concevoir ce développement durable comme une véritable opportunité, de mettre des objectifs de développement durable au cœur des stratégies d'entreprise, fondés sur des éléments, en particulier ceux que nous maîtrisons, de créativité et d'innovation, on peut et nous allons créer de la valeur, bien sûr environnementale, bien sûr sociale, mais aussi financière. Donc c'est vraiment ce concept-là que je souhaite développer et pousser très loin, parce qu'il est très sain et je pense que c'est une des solutions pour sauver la planète. Merci à vous. Bertrand. J'espère que vous aurez compris à travers cet échange qu'il n'y a pas qu'une solution qui améliorera le monde. Il y a des centaines, voire des milliers de toutes petites solutions qui doivent être appliquées à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et ce n'est pas parce qu'une mesure d'économie d'énergie ne fait qu'un demi% d'économie d'énergie qu'on ne doit pas la prendre. À l'échelle mondiale, c'est déjà énorme, un demi% d'économie quelque part. 1% de plus de renouvelables ici, des économies dans les entreprises, dans le packaging. C'est tout ça qui doit être mis en œuvre. Alors moi, si j'ai une demande à vous faire, c'est que l'échange que nous avons eu aujourd'hui ne finisse pas à 4h15, mais commence à 4h15. C'est-à-dire que vous soyez, vous, les ambassadeurs de ce que vous avez entendu aujourd'hui, que vous relayez cette information, que vous relayez cette communication, que vous relayez cet état d'esprit dans vos familles, chez vos amis. Si vous connaissez des journalistes, partagez ces notions-là avec eux. Si vous connaissez des politiques, partagez ces convictions avec eux, parce que unité par unité, ça arrivera à faire changer quelque chose. Mais ce n'est pas en étant, nous, à 3 sur une estrade, qu'on va changer quoi que ce soit si vous-même, vous ne participez pas et que vous ne vous engagez pas. C'est ça votre responsabilité d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous deux. Merci à tous et bonne Université de la Terre. Merci encore.